Allez, c'est parti, nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec Gabi, alias Gabriel Puissant, ou l'inverse, faites comme vous voulez. Gabi, on s'est rencontrés la première fois physiquement, c'était à Paris, hein, en fin de belle soirée, mais on était déjà en échange il y a quelques temps en amont. Et puis, on s'est rencontrés aussi sur ce beau trail de TCAL que tu organises, enfin du moins tu fais partie de l'organisation. Et puis là, ce qui a motivé l'échange, c'est que tu as vécu le drame qui s'est passé sur l'ultra trail du Haut-Gifre. Tu y étais dans cette descente, dans cette fameuse descente, et puis au départ aussi de cette belle course. Et du coup, tu as fait un récit sur tes réseaux, et c'est ça qui a motivé l'enregistrement aujourd'hui pour que tu nous racontes un petit peu ce qui t'est arrivé, ce qui s'est passé. Alors, disclaimer avant de te laisser la parole, de te présenter, etc., etc., etc. Je te l'ai dit en off. L'objectif de ce podcast, alors tous ceux qui sont venus rechercher du drama, du buzz, du jugement, vous êtes pas les bienvenus parce que c'est pas ce qui va se passer ici. Personnellement, j'y étais pas. Alors, je pourrais peut-être des fois apporter mon point de vue d'organisateur. Et aussi de participants, savoir qu'est-ce que j'aurais fait si je pense, voilà, c'est que des avis, mais surtout l'objectif ici n'est absolument pas de juger l'organisation, de leur dire ils auraient dû faire ci, ils auraient dû faire ça, de juger les coureurs aussi, ils auraient dû faire ci, ils auraient dû faire ça. Donc voilà. Alors cette intro était très très longue. J'ai pas l'habitude de faire une intro aussi longue, mais voilà, je tenais à quand même le préciser parce qu'on est sur un cadre qui est quand même assez particulier. Il y a eu un décès sur cette course. On doit respecter tout ça. Il y a une procédure qui est en cours. Et aujourd'hui, j'ai absolument pas envie de rentrer dans le jugement. Voilà. Maintenant que tout ça c'est dit, écoute, Gabi, si tu veux bien, je te propose, s'il te plaît, de te présenter. Ouais, salut François. Donc moi, Gabriel, Gabi, c'est pareil. J'ai 38 ans. Je suis marié, j'ai 2 enfants. J'habite en Bretagne, entre une petite commune entre Rennes et Saint-Brieuc, où le vélo fait partie du sport national. C'est vrai que la Bretagne est une terre de vélo. On n'en parle pas beaucoup, Ouais, mais c'est le pays de Louison Bobet. Voilà, c'était un coureur et de Bernard cycliste qui a gagné et de Bernard Hinault aussi. et Bernard Arnault aussi, pas très loin. C'est ça. Et du coup, voilà, moi je pratique le trail depuis 5 ans, à ma petite échelle, avec ma petite expérience. Voilà. Alors tous ceux qui ont fait que des petites courses vont faire des bons là parce que toi tu prépares quand même là en ce moment le Grand Raid du Finistère, 166 bornes. T'as déjà quand même plusieurs ultras à ton actif, hein. Ouais, c'est ça. Plusieurs ultras, pas forcément en montagne, mais des ultras en Bretagne. Je pense notamment, j'ai fait l'ultra tour des Côtes d'Armor plusieurs fois. J'ai fait récemment le trail Des vallées. des vallées, exactement, le trail des vallées. Et puis j'ai fait quelques trucs dans le sud de la France. Je pense au trail des Cathares. J'ai fait le Grand Trail Sévenol, le Sancy, voilà. Donc quelques expériences en montagne et si tu donnais un classement approximatif moyen que tu arrives à tenir pour que les gens puissent situer un petit peu ton niveau, tu serais vers quoi? Moi, un trail, mon truc un peu qui est bien là en ce moment où je me sens à l'aise, c'est un trail de 100 bornes avec voilà 4000 mètres de dénivelé, c'est très bien, c'est bien quoi. Hmm. Mais tu es plutôt dans le début de classement, fin de classement, milieu de peloton? Dans le premier tiers. Premier tiers, ok. Ouais, premier tiers. Ça dépend des courses, c'est toujours pareil. Je suis un peu plus à l'aise sur les courses où il faut courir longtemps. Je pense au trail des vallées où j'ai fait un top 20 alors que c'était pas du tout prévu. Voilà. Alors tu l'as pas précisé, mais tu es aussi pompier de Paris. Comment tu es venu au trail et à l'ultra trail? Alors j'ai tout le temps couru un petit peu moi avec le boulot, c'est un peu notre sport national ça, et puis un peu de la gymnastique, notamment à Paris, et puis voilà le sport en salle, musculation, etc. Et je suis issu du foot moi, et puis de nombreuses blessures m'ont fait arrêter le foot. Et puis je me suis lancé un peu dans la course à pied tranquillement. Et puis j'ai découvert le trail via le trail TCAL, voilà que j'organise maintenant avec le Brocéliande Aventure.
Et puis voilà, c'est parti. On a commencé par un 30 km et puis voilà, aujourd'hui, on va chercher un peu dans l'ultra, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais que ce sport t'apporte? Parce que, enfin, l'ultra, t'as déjà un boulot qui est assez prenant, assez fatigant. L'ultra, ça en rajoute une couche, tu vois, avec tout l'entraînement que ça nécessite. Pourquoi tu fais ça? Alors moi, je cours pour découvrir. J'adore découvrir les paysages, les régions. En courant, quand je vais en vacances, je vais courir le matin pour voir ce qui se passe, quoi, pour voir comment c'est, les paysages, si c'est joli, machin, etc. Et du coup, c'est vrai que moi, à la base, je cours pour ça, pour découvrir les choses que je peux pas voir en voiture. Hmm. Ouais, et puis ça te permet de, tu vois, chaque fois je prends cet exemple en vacances aussi, c'est pas mal ça. Tu peux aller découvrir une grande zone en finalement peu de temps ou beaucoup moins de temps que des personnes qui le feraient en promenade, quoi. C'est ça. Et puis maintenant, on choisit un peu ses vacances en fonction des trails qu'il y a. Du coup, on s'organise pour on essaie de trouver un petit trail pendant les vacances à faire. Et puis là, cette année, on va aller du côté de l'Ariège où on va aller faire le Pic Ariège. Alors pas la grande course, mais on va aller faire voilà un petit 50 bornes avec, je crois qu'il y a 4005 de dénivelé, je crois. Attends, mais c'est pendant l'Ultra Ariège, ça? Non, c'est Non, c'est le Pic non, c'est Ariège. le Pic Ariège, c'est le marathon c'est comment je sais plus comment il s'appelle Ah, celui-là. Montcalm. Ouais, c'est ça, Montcalm. C'est Ah, ça. c'est ça. Ouais. Je connais pas celui-là. Enfin, le Montcalm, je connais, mais Pic Ariège, ça me dit rien. Voilà, bah, c'est pas- Ok. Donc ça c'est ton prochain objectif qui aura lieu Août, en août. c'est ça. Ok. Putain, ça fait. Je suis sur le profil là, ça. Ouais, moi je fais le Hmm. 50 bornes, là, c'est une montée et une descente. Voilà. On Putain, monte trop deux bien. fois à plus de 3000 mètres, je crois, d'altitude, et puis voilà. Ok. Mm. Ok. Alors, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. L'ultra du Haut-Gifre. Comment ça se fait que vous vous êtes retrouvés là-bas? Parce que c'était une sortie d'équipe, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Tous les ans, on organise, je fais partie d'un club, le Océan d'Aventure. Tous les ans, on organise une sortie club, une sortie locale. Cette année, on était au Ticket Trail. Et une sortie délocalisée où là, on va essayer de chercher voilà, une course où on peut retrouver un panel de courses pour un peu tout le monde. Donc là, on était parti jeudi matin, on s'était donné rendez-vous sur Rennes. Et puis on était parti voilà, à 42 trailers de l'association pour participer à l'Ultra au Gifre. Putain, vous étiez 42 là-bas? 42, donc Le convoi, quoi. on n'est pas tous partis en même temps parce que moi je courais le vendredi, donc j'étais parti le jeudi, mais voilà, on s'est retrouvé à 42 là-bas. On avait loué une auberge, une ferme auberge, et du coup c'était un peu notre camp de base. Trop bien, trop bien. Belle ambiance. Très belle ambiance, comme à chaque rassemblement. Et donc toi, tu avais choisi, tant qu'à faire le trajet, de faire le plus long. Vous étiez, Ouais, j'avais vous hésité étiez- entre faire le 128, le grand, et puis le 96. Ouais, le choix avait été rapidement fait quand j'avais estimé les temps de course. Je m'étais dit que voilà, je voulais aussi profiter des copains lors du rassemblement et puis ne pas faire que courir pendant pratiquement 3 jours, quoi. Le 128, j'avais mis l'estimation, je l'avais à 35 heures, donc partir le vendredi après-midi et arriver dans la nuit de samedi à dimanche ou même dimanche matin pour repartir le dimanche midi. Bon, mon choix était vite fait, je me suis rabattu sur le 96 km avec 7000 mètres de dénivelé. Hmm. Et quand du coup tu as choisi cette course, tu t'es dit euh, c'est une course qui me correspond. Tu avais regardé, j'imagine, le profil, la technicité. Pourquoi avoir choisi celle-ci spécifiquement et pas finalement, comme tu dis, aller sur le 50 ou Alors les profils des autres courses, j'avais déjà fait un peu quand j'avais fait le Trail Seminole, ça correspondait un peu au ratio kilomètre dénivelé, ça correspondait un peu, les Qatars pareil. Voilà, je voulais passer un cap, je voulais passer un cap en termes de dénivelé. Voilà, 7000 mètres de dénivelé, j'avais jamais fait. Je m'étais arrêté à 5000, 5500, voilà.
j'avais pas fait beaucoup plus. Donc voilà, c'était vraiment l'occasion de passer un cap et puis de découvrir la haute montagne. Ouais, donc il y a quand même il y avait quand même un côté challenge Ouais, bien sûr. pour toi d'aller participer à ça, sachant que de base, c'est quand même un parcours en plus des stats, 96 bornes, presque 7000 de D+. Techniquement, il est pas simple. Non, non, il est pas simple. C'est de la vraie montagne, c'est les Alpes. Les Alpes, c'est immense, c'est majestueux, c'est voilà, c'est rien n'est simple dans les Alpes. Ouais, c'est ça. Faut rien prendre à la légère et en plus c'est la course un peu historique celle-ci, le Ouais, tout à fait. Ouais, 96. c'est ça, c'est la Voilà. course un peu historique du ultra au gifre. C'est marrant ça. C'est un petit peu comme le aux Templiers, tu vois. Souvent la course phare c'est la plus longue et ben, Ouais, pas chez eux. Ouais. ouais. Ok. Et du coup, alors comment c'est avant de la course? Comment tu te sens? Parce qu'en plus vous partez à 23h45. T'arrives à dormir un petit 23h45, ouais, c'est ça. On a déjà eu quelques mails depuis 2 jours en disant que voilà, qu'il faut faire attention à nos affaires, faut bien checker le matériel obligatoire, qu'il va faire froid, qu'il va y avoir de la pluie. Voilà, donc c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ça, mais moi je découvre les chaînes, voilà, on peut mettre des chaussures sur des chaînes. Donc c'est vrai que ça c'est des choses que moi je connaissais pas forcément. peu. Ouais. Et ça t'inquiète pas ça? Non, je me dis que voilà, je me dis euh, ils l'ont déjà fait, c'est la 11e édition, voilà. Non, ça m'inquiète pas. Je me dis oui, il y a des portions enneigées, mais bon, la neige, j'y vais tous les hivers, donc j'ai déjà marché sur la neige, c'est pas non plus fou. Et puis si on peut pas courir, on marchera tranquillement. Et puis voilà, on n'est pas là, on est là pour profiter, passer un bon moment, et puis profiter de ce que la montagne peut nous apporter en termes de paysage. Et voilà. T'arrives à dormir un petit peu avant ce départ à Ouais, 23h45? je vais voir les copains qui partaient sur le 128. Là, ils étaient trois à partir sur le 128. Donc, on va les voir avec toute la team là. Et puis, on écoute un petit peu le discours de l'organisateur qui rappelle effectivement toutes les choses qui vont se passer dans la nuit, des conditions météo qui vont se dégrader à partir de 1h du matin, de 4h du matin, je crois ça, de 4h avec voilà de la pluie qui va arriver jusqu'à peu près 10h le matin. Avec voilà, en termes en altitude il fera pas chaud, il fera même froid, donc voilà, un discours un petit peu alarmant, mais c'est pas ça qui nous fait envie de faire demi-tour quoi. Et c'est quelque chose que t'as déjà vécu ça, des pluies d'orage en montagne ou pas? Non, jamais. Non. Non, jamais. C'est quelque chose quand même, hein. C'est quelque chose. Après, je me dis la pluie, c'était pas forcément la pluie qui m'inquiétait. Je me dis la pluie, ouais, on a une veste, voilà, on se protège de la pluie. J'ai déjà fait des courses sous la pluie, pas forcément en montagne, mais j'ai fait je pense une fois, on avait fait l'ultra-tour des Côtes d'Armor là, et le 90 bornes, il avait plu pendant toute la course, et je me souviens, et c'était tempête, ils avaient failli l'annuler juste avant, et je me dis ouais, ça passe, voilà. Après la montagne c'est encore autre chose. Hmm. C'est vrai que la pluie, enfin, tu vois, en plus, toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont pas bretonnes, vont se dire, ah, c'est bon, les Bretons ils sont habitués. Ben en fait, non. Hein. Entre une pluie bretonne, un petit crachin ou une pluie, un peu soutenue, qui dure longtemps, et une pluie violente où t'as l'impression qu'on te verse des seaux d'eau sur la tronche, ça n'a rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir, tout à fait. Alors du coup, toi, ce départ, 23h45, t'as bien checké tout ton matos, Ouais, tout est j'ai fait là, ça. t'es au clair. J'ai fait une petite sieste avant, je suis prêt sur une départ. Il fait même chaud, il fait bon. Il fait bon, donc il pleut pas, rien du tout. Donc nous voilà partis. Après un nouveau briefing de l'orga, il y avait le maire de la commune qui était là aussi. Voilà, qui nous indique un peu que voilà, si jamais on veut pas aller jusqu'au bout, on peut bifurquer au 55e kilomètre là, à la base de vie, et puis rentrer sur Samoins sans forcément faire tout le circuit. Donc il y a ce côté un peu rassurant aussi en disant que voilà, si jamais c'est trop compliqué, si c'est trop compliqué, on peut aussi bifurquer pour retourner sur Samoins un peu plus tôt quoi. Et du coup, toi, t'es dans quel état d'esprit là? Parce que tu vois, tu sais qu'il va y avoir de la grosse flotte, tu sais que ça va être dur, mais est-ce que à un moment donné,
tu vois, tu te poses la question de est-ce que c'est bien raisonnable de partir? Non, jamais. Jamais, voilà, je suis un peu focus sur la course. On a fait des heures de route pour venir, 1000 bornes. On est tous ensemble. Je cours souvent avec un copain là du club là, et puis il a déjà fait le GRP, il a déjà fait pas mal de choses. Et puis ça l'inquiète pas non plus. Donc je me dis voilà, je suis avec lui, il a l'expérience. Voilà, non, on devrait courir ensemble. On a à peu près le même niveau. On devrait courir ensemble tout le long. Et puis c'est ce qu'on fait. D'ailleurs, sur les 18 premiers kilomètres, quoi. Hmm. Donc, je Donc là, rassure. top départ. Top départ, un petit tour de Samoins là, où c'est sympa, il y a pas mal de monde, c'est la nuit, il fait une nuit noire, mais voilà, il y a les lumières de la ville qui sont jolies, qui nous éclairent. Et puis rapidement, on prend un petit chemin, un petit monotrace, où bah là, on s'affole pas, parce que de toute façon, il n'y a pas de bouchon, mais bon, on est à la queue leu, tout le monde, pendant un petit peu de kilomètres, on patiente tranquillement, en se disant que de toute façon, bah ça va s'étirer au fur et à mesure du temps, et puis voilà, on est bien, c'est cool. Ouais, parce que alors c'est souvent ça hein, sur les trails de montagne, mais c'est rare qu'on commence par une descente. Là, tu prends tout de suite un bon pétard. Ouais, T'es c'est ça. parti pour presque, je suis sur le profil. 1300 mètres, je crois, 1350 Ouais, mètres ou 1400 mètres de dénivelé sur 4 km, je crois. ouais. Donc et cette montée-là, ça se passe bien. Les conditions Ouais. météo sont, tu dis, il fait plutôt chaud. Ouais, Enfin, il fait plutôt chaud, il fait bon, on est bien. Les chemins, ils sont quand même un peu boueux, un peu. Voilà, bon, ça se monte tranquillement. Pour t'arrives l'instant. en haut. Ouais. J'arrive en haut, bah on arrive à la première base un premier ravito, du coup, et puis la pluie a déjà fait son apparition là, ça a commencé. Du coup, on a déjà commencé à sortir les caouets, voilà, à se changer. Et puis un bon petit ravito sympa avec tout le monde, voilà, des bénévoles en or qui sont petits oignons pour nous. Et puis nous voilà repartis pour bah, l'ascension du col d'Angolon. Donc là, celui-là, là, la bosse, c'est presque l'une des premières grosses difficultés. Elle a l'air d'être Ouais, bien raide celle-là, hein. c'est la grosse difficulté. C'est ce que nous a expliqué un petit peu le gars quand on est parti. Elle nous avait dit voilà, voilà, ça va être la plus grosse difficulté. La première grosse difficulté elle va être là. Et puis ensuite, ça sera au niveau du col du Bostan. Mais voilà, la première difficulté, elle se joue là. Ils nous expliquent un petit peu que voilà, ils ont mis des cordes pour nous faire descendre. Voilà, il y a des cordes successives pour nous aider à descendre. Donc bon, voilà, on s'inquiète pas non plus. Donc on monte tranquillement. Le paysage est super chouette parce que voilà, on a une vue un peu à 360 et puis on voit bah, les copains qui sont tout en bas avec leur frontal et puis nous on commence déjà l'ascension de ça. On voit tous les copains qui sont tout en haut aussi et voilà, c'est vraiment joli quoi. Hmm. Et là, la météo, elle est comment là, dans la montée? Il pleut, il commence à pleuvoir un petit peu dans l'ascension. Voilà, il commence à pleuvoir et puis les chemins commencent vraiment à se dégrader au fur et à mesure du temps quoi. Et puis la pluie, elle s'accélère un petit peu quand même. Et Il fait un arrivé à peu peu plus près à la froid. mi-ascension, bah ça devient vraiment compliqué. Certains sont devant, certains glissent. Ils n'arrivent pas forcément à avoir des appuis. Moi, je me souviens que juste avant d'arriver en haut, là, il y avait une fille qui était devant moi et puis elle glisse. Et puis je la rattrape un peu avec mon pied, elle reprend appui sur mon pied pour remonter, pour repartir. Donc ça commence à être compliqué. Hmm. Mais le chemin est Et dégagé, il y a de la neige de chaque côté. Voilà, pour l'instant ça va. tu vois, quand on a fait le trail des vallées, je Hmm. fais un petit aparté, mais euh, ça, tu l'as vu, tu l'as fait, j'y étais aussi. Euh, c'est un trail qui est quand même sacrément boueux par moment. Ouais. Et j'ai vu une grosse différence de maintien des coureurs en fonction de l'équipement. Est-ce que là, tu vois des coureurs qui sont finalement pas si bien équipés que ça pour les conditions adaptées, ou finalement, non, c'est vraiment le terrain qui, peu importe l'équipement que tu as, tu glisses. Ouais, non, non, franchement, là, au niveau des équipements, moi, j'ai pas vu de grosses aberrations. J'ai pas vu de personnes, comme j'ai pu le lire, en claquettes ou en sandales minimalistes, sans crampons. Les gens qui sont là, ils sont équipés quand même. Tout le monde a son kawaii, tout le monde, voilà, a des gants, des chaussures adaptées. Non, non, franchement, je pense que là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est vraiment le terrain qui se dégrade au fur et à mesure du temps. Ouais, voilà, la boue et puis comme voilà, on est dans l'ascension, bah, la pointe se rétrécit au fur et à mesure et puis ben voilà, de plus en plus il y a
le vide de chaque côté. Et du coup, on peut pas forcément changer de trajectoire. On est obligé de rester dans la même trajectoire tous, quoi. Hmm. Et les coureurs du 128 étaient passés par là avant? Ils étaient passés par là avant, ouais. Donc ça a dû aussi accentuer le fait que le terrain avait un petit peu subi Ouais. aussi avant, forcément. Alors eux, quand ils sont passés, moi, pour avoir discuté avec les collègues qui l'ont fait, il pleuvait pas sur cette partie-là. Ils l'ont passé, avec ce que j'ai discuté, moi, c'était le début de la nuit. Voilà, c'était un peu la pénombre. Donc, mais ça allait. Il n'y a pas de, ça allait. Hmm. Ok. Et là, la bascule, comme on dit. Et là, on arrive en haut, donc du coup, la pluie s'est vraiment accentuée. On arrive là-haut, on est accueilli par deux bénévoles, voilà, et qui sont cachés par une petite tente. Et d'ailleurs, je leur tire tout mon chapeau parce que ils n'ont pas dû forcément passer un bon moment, eux non plus là-bas. Et ouais, c'est courageux de voir deux bénévoles cachés dans une petite tente tout en haut du col avec des rafales de vent, de la grosse pluie et du froid, quoi. C'est des tentes. Enfin, c'est quoi comme tente? J'imagine, c'est pas un Barnum qui est là-haut. Non, non, c'est des tentes classiques à l'ancienne, un peu la canadienne, quoi. Ouais, voilà, les trucs Ouais, un peu voilà, ronds, là, arrondis. Hein. une bâche et puis c'est bon, ils se mettaient dessous. Ouais. Voilà. Et puis Et arrivé là-haut. Ouais. c'est des bénévoles ou c'est des secouristes, des guides? Non, Parce je que pense que c'est des bénévoles. Moi, je ouais. sais pas, j'ai pas forcément vu de secouristes. Après, j'ai pas, non, là-haut, je me souviens juste de voir cette bénévole, une femme là qui était dans la tente là, et puis un homme qui nous indiquait lui, voilà, de chausser les chaînes ou les crampons parce que voilà, la descente était compliquée. Ah, et même condition de. Parce que je dis ça hein, parce que quand j'ai fait la TDS, Ouais. je sais que sur enfin, les sommets comme ça, pour faire la bascule, il y avait parfois justement des guides de montagne qui Ouais. étaient là. C'est pour ça que je te pose la question. Mais ok. Et du coup, ils te disent de mettre les chaînes qui sont Ouais. normalement plutôt adaptées pour la neige. La neige, voilà. Ouais. Et Donc, les gens les mettent? bah alors moi je m'arrête, je les mets, je les avais. Tout le monde ne les met pas, franchement, on est plusieurs. Moi je prends le temps de les mettre, ça prend. Je connaissais pas avant, mais j'avais essayé avant de prendre le départ et franchement ça ne dure pas longtemps. Alors c'est un peu compliqué parce qu'on a les chaussures pleines de boue, du coup on en avait plein sur les mains. Bon, voilà, ça fait partie du florilège du trail, mais voilà, je mets les chaînes et puis j'essaie de pas perdre de temps et je fais la queue pour m'engager dans les descente. Alors j'attends pas longtemps, hein, j'attends quoi il y avait 3 personnes devant moi. Donc voilà. Il fait froid? Ouais, il fait froid, il pleut. Il pleut, on n'a pas envie de rester trop longtemps là-haut. Hmm. Et Il fait puis, froid, il pleut, il fait nuit. ouais, il fait nuit, c'est ça. Ah, la totale quoi. Ouais. Et puis le bénévole, il nous dit, bah voilà, il dit, bah vous prenez la corde dans une main, les bâtons dans l'autre, et puis voilà. Il nous dit qu'il y a 4 cordes successives. Voilà, que c'est pas une corde, c'est 4 cordes. Voilà. Et en avant. En avant. Donc nous voilà partis tranquillement. Bah déjà on est voilà, on est en file indienne. Hein. Sur la corde, je sais pas, sur une corde de, je pense qu'elle faisait 50 mètres la corde, peut-être un peu plus, par moment même plus peut-être. On est ouais, on est un peu plus de 50 quoi. Et Voilà, mais pour qu'on se rende compte, moi j'ai le profil sous les yeux, donc je vois un peu le degré de pente, mais c'est ultra raide. ouais, c'est une pente à 51%. Ah oui, oui, ok. Voilà. Ou J'avais bah pas le ouais, coup. voilà, où on peut pas se mettre droit, c'est pas possible. Il faut descendre sur le côté quoi déjà. D'accord, ok, Ouais. ok, ok. Ah ouais. Ah oui, ouais, tu vois, même en voyant le profil, je m'imaginais pas que c'était aussi Ouais. raide. Ok. Et du coup, là, t'arrives à descendre avec la corde, les chaînes, Alors ça se tient. je descends, je commence à descendre la première, et puis en fin de compte, je me dis, bon, avec les chaînes, ça se fait large, quoi. J'étais bien, j'avais des bons appuis avec les chaînes. Je dis, ouais, c'est top, c'est génial et tout, ça va le faire. Et puis, bon, on met du temps à descendre la première, voilà. Il y a certains coureurs qui s'impatientent, qui voudraient passer sur le côté, parce qu'en fait, du coup, on prenait pas le chemin habituel. Après, oui, le chemin était trop dangereux, donc du coup, on prenait, c'était droit dans le, comme on dit, droit dans le pentu, hein, sur une partie enherbée, quoi. Et Et du coup, il y a enfin, quelques coureurs ouais. qui essaient de prendre le chemin, mais rapidement ils reviennent sur la corde parce que ils se rendent compte que le chemin c'est trop compliqué quoi. Parce que trop de boue. Trop de boue, moi je vais pas une fois donc je sais pas, mais oui trop de boue, on voit que le chemin est dégradé, que ça glisse, et puis qu'il faut se tenir à cette corde quoi. Et cette corde elle Ouais. est pas dans le chemin, elle est sans l'herbe quoi. Ok. Et donc là,
t'arrives à descendre, Ouais, une je corde, descends la deux première cordes. sans encombre. On met du temps, voilà, comme je disais, les gens s'énervent un peu, mais voilà, ça passe. On lâche la première pour récupérer la deuxième, du coup. Et puis on commence à descendre la deuxième, et puis là je me fais faucher moi par le coureur qui est derrière moi, il glisse, et puis du coup il m'emmène avec lui, quoi. Donc du coup je me rattrape avec la corde dans une main, les bâtons dans l'autre, et puis j'arrive à me relever, je me remets dans la file. Voilà, on se dit bah ça va, ouais, t'es pas blessé, non c'est bon. Donc voilà, et puis nous voilà repartis, quoi. Et puis ben au fur et à mesure comme ça, ben de la descente, deuxième corde, ben les gens tombent comme ça, et puis la chute d'un entraîne la chute des autres, et puis ça devient compliqué, quoi. On commence déjà à avoir hâte d'arriver en bas, quoi. Parce que ça fait cette descente là, elle fait 1 kilomètre finalement. Ouais, c'est ça, c'est 20 km, ouais. C'est pas si long que ça. Enfin, Non, c'est pas si long que ça. ouais. Et tu dirais que, enfin, c'est quoi? C'est tous les coureurs qui commencent à tomber ou c'est Non, je sais pas. certains? Moi, quand j'y étais, moi, sur 10 coureurs, il y en a trois qui chutent. Ok. Ouais, à peu près, hein, c'est un ratio, hein. Ouais. Et à ce moment-là, pour constituer un petit peu, toi, t'es positionné combien à peu près dans le classement? Il y a Moi, je suis beaucoup dans de les coureurs qui 100, sont déjà passés? dans les 100 premiers, je pense, entre 100 et 150. Donc là, on est d'accord, c'est pas encore à ce moment-là que l'accident a eu lieu. Non, je pense pas. Après, comme j'ai lu tout ce qui se disait un petit peu, il parlait de qu'entre 4h et 4h30. Moi, j'ai regardé mon passage, je passais à 4h09. D'accord. Donc, maintenant, je sais on a eu énormément de temps à descendre, donc on a mis plus d'1 heure à descendre. Ce kilomètre-là? Ouais. Ou pour aller jusqu'à... Non, ce kilomètre là, 1 heure. Ah ouais, Hmm. 1 heure. Ok. Donc, en termes de temps, et, Putain. ouais. Vas-y, t'allais dire... Ouais, et donc du coup, donc on fait première corde, deuxième corde, et troisième. Et puis là, à la partie de la troisième, on voit des gens qui sont tellement impatients, et puis des gens qui glissent, et puis qui lâchent la corde, et puis qui dévalent, qui dévissent dans la pente, quoi. Et on les voit passer devant nous à une vitesse un peu folle, et puis en se disant, puis on les regarde passer, et puis on sait pas où ils vont s'arrêter, quoi. Et c'est quoi en bas? Parce que au pire, tu glisses, tu sais, tu peux te dire, bon, bah, je fais le toboggan, quoi. Mais Ouais, mais il y a quoi en bas? eh ben on sait pas. Il fait noir, on voit pas ce qu'il y a en bas. On voit pas ce qu'il y a en bas, on voit pas ce qu'il y a sur les côtés, on sait pas. Putain, l'angoisse. Ouais, on voit les frontales, on voit quelques frontales au loin, on voit que ça s'aplanit, et puis on voit qu'après ça monotrace, puis qu'on voit quelques frontales partir. Mais voilà, on sait pas. Donc du coup là il y a toujours les cordes, ça va. Donc on descend à la troisième, et puis on arrive à la quatrième, et là il y a plus de cordes. C'est toujours aussi raide? Et par contre la pente est toujours aussi raide. Ok. Il y a pas forcément, il y a plus forcément de balisage, parce que le balisage, à force les gens de chercher un chemin parce qu'ils glissaient, les petits fagnons qui étaient posés au sol, ils sont partis. Donc en fait on sait pas où aller. Il y a des gens partout, à droite, à gauche. Impossible de savoir où est le chemin. Il n'y a pas eu une trace qui a été faite du fait du passage de... Non, parce que tout le monde passe un peu partout, à droite, à gauche. Donc on sait pas forcément où aller. Tu descends, quoi. Et puis je voulais pas forcément lâcher cette corde, moi. Et puis parce que je voyais que les gens glissaient encore devant moi. Et puis à un moment il faut la lâcher, donc je vais tranquillement, je me dis bon, je prends le temps. Et puis à un moment voilà, je tombe sur les fesses, je commence à glisser, et puis là j'essaie de m'arrêter, mais c'est impossible, je peux pas m'arrêter. Donc je glisse sur les fesses pendant je sais pas 20-30 mètres, je pense. Ensuite je bascule un peu sur le côté, et puis là je fais je me mets en boule, quoi, et puis là c'est parti, quoi. C'est la machine à laver pendant 20, 30, 40 mètres. Qu'est-ce qu'on se dit, là? Eh ben, on patiente. Ça craque, on sait pas ce qui se passe, on sait pas quand on va s'arrêter, on sait pas où est-ce qu'on va s'arrêter et comment. Donc là, on pense à rien et on attend que ça se passe. T'as peur? Ouais, franchement, j'ai peur. Ouais. Franchement, j'ai peur. À un moment, ça s'arrête. Je prends le temps. Je refais les images dans ma tête. Je me dis, ouais, il y avait des cailloux là. Je sais pas, à un moment, je suis passé par un caillou. Je suis tombé dans le vide un mètre plus loin. Je me dis, attends, t'es là, Gabi, c'est bon.
ton épaule, c'est comment? J'avais entendu craquer, j'avais des problèmes d'épaule, donc je me dis, bah, tiens, c'est l'épaule. Je bouge un peu l'épaule, ça va. Les jambes, ça allait. Bon, bah, par contre, j'avais plus de bâton, plus de frontal. Bon. Je dis, bon, bah, pas le choix. Inconsciemment, je me dis, bah, voilà, faut que je remonte là-haut. Faut que je remonte là-haut, sinon c'est pas la peine, la course, je peux pas la faire, quoi. Et donc, bah, Parce que t'avais pas tes bâtons et puis j'ai t'as plus de frontal, quoi. Ouais. Et puis, Tu remontes. je commence à remonter, et puis là, je vois des gens dévisser, glisser, voilà, passer à une vitesse folle devant moi. J'entends un mec à un moment qui crie caillou. Vous voyez des gros cailloux qui commencent à tomber. Voilà, c'était un peu l'apocalypse. Et pourquoi enfin, tu vois, alors on pourrait refaire le film 20 fois, mais pourquoi tu dirais que ton instinct te dirait pas d'aller te mettre en sécurité et pas de remonter justement, de te retaper la descente? Et pourquoi tu... En fait, se mettre en sécurité, je savais pas où mettre en sécurité. On savait pas où aller. Je me dis, si j'ai plus de frontal, je fais quoi? Je vais où? Je sais même pas si la descente elle fait encore 100 mètres, 200 mètres, je sais pas. Je suis pas encore rendu en bas en plus. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Dans ma chute? Ouais. Je sais pas. Et puis à un moment, j'ai tapé un caillou au niveau de la cuisse. Là, je me suis retrouvé avec un bel hématome sur la cuisse. Là, j'ai toujours d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui m'a arrêté? Je sais pas. Impossible de savoir ce qui m'a arrêté, comment j'ai pu m'arrêter. Je sais pas. Et maintenant que tu es descendu un petit peu plus bas, tu vois un petit peu comment est la suite ou tu es Ouais, toujours dans l'inconnu la je vois un nuit peu la suite. Il y a quelques arbres, quelques sapins, mais par contre, c'est encore pentu, quoi. Faut encore y aller, quoi. Donc du coup, bah, tranquillement, je veux partir de là et puis me dire que à ce moment-là, je me dis que la course elle est finie, qu'au prochain ravito, je m'arrête et il est hors de question que je refasse une descente comme ça, quoi. Hmm. Ouais, c'est sûr que quand ça commence comme ça, au kilomètre 18, bon. Ouais, et puis il pleut toujours, il pleut beaucoup. Ouais, c'est compliqué. Et puis voilà, les images des gens voir dévaler la montagne comme ça, sans pouvoir se contrôler, en criant. Donc du coup, voilà, moi je choisis. Et bizarrement, même par rapport à mon, tu vois, mon métier, je me dis, bah jamais j'ai eu l'instinct, et pourtant c'est mon métier, hein, jamais j'ai eu l'instinct de me dire, tiens, va secourir quelqu'un, va voir s'il y a quelqu'un a besoin. On savait pas où étaient les gens, on n'avait qu'une seule envie, c'est de fuir inconsciemment cet endroit qui paraissait être ouais, l'enfer, quoi. Bah, de toute façon, là, je pense que quand tu es dans une situation comme ça, c'est cerveau reptilien, hein, Ouais. l'instinct. Tu te mets en sécurité toi avant de. Ouais, bien sûr. Et donc voilà. Ok. Et donc du coup, bah, après, je retrouve mon collègue à qui je courais là, qui me dit, t'as fait une sacrée chute, j'ai eu peur pour toi. Il t'a vu lui? Ouais, il m'a vu tomber, là. Et du Et coup, lui, il est tombé lui? non, il est pas tombé lui. Chamois. Il est pas tombé chez moi. Il est pas tombé. Et il est pas tombé. Il avait pas de chaîne. Ah ouais. Ouais. Putain. Et pas de bâton. Tu penses que les bâtons t'ont déséquilibré? Non, pas du tout. Non, 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 c'est j'ai vraiment glissé un appui, j'ai glissé sur les fesses et puis après une fois qu'on est ouais, parti. c'est parti quoi. Et c'était particulier parce que quand j'ai voulu remonter chercher mes bâtons, ben voilà, je voyais à peu près où j'avais chuté, donc c'était assez haut. J'en retrouve un rapidement, un bâton, et puis après je demande au trailer qui descendait, est-ce que quelqu'un a un bâton? Et puis ben il y a un gars qui me dit, bah ouais j'en ai récupéré un moi, mais bah c'était pas le mien, donc je continue plus haut. Il y en a un qui me dit, ouais bah j'en ai un moi aussi, mais c'est pas le mien. Bon, bref. Oh là là. Donc ça voulait dire que voilà, il y avait des bâtons un peu partout, il y avait des gens qui avaient chuté un peu partout. Et puis voilà. Mais j'ai retrouvé les deux et puis je suis rapidement reparti. Ta frontale aussi? Frontal, j'ai tout retrouvé. Et je suis parti, je suis redescendu tranquillement, sans chute cette fois-ci. Et puis voilà, j'étais pressé de partir, quoi. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui se dit entre les coureurs là? Et ben, il y a pas de bruit, personne parle, personne parle. Personne parlait et le plus dur encore, je pense que c'est on était sur une partie plate, donc on avait déjà quitté la zone, ouais, ça faisait bien 500 mètres, peut-être un peu plus, et on entendait toujours des gens crier, des gens qui tombaient dans la descente. Et là on s'est dit, et moi je me suis fait la réflexion, malheureusement je me suis dit, c'est pas possible, ça restera pas à des simples chutes, c'est pas possible. Tu t'es dit ça? Ouais, je me suis dit ça. Ouais.
Ouais. Pourtant, toi, t'étais tombé, Mmh. bon, tu t'es fait un peu mal, mais ça va. Ouais, ça va. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit ça? Ben, je pense qu'on était on était sans monotrace, on était, je sais pas, avec un petit groupe moi, de 6-7, et on entendait encore ces gens crier, je me jouais à la scène encore, et je me disais que les gens, ils glissaient, ils tombaient, et je me dis que, au fur et à mesure du temps et des passages, les conditions, ben, allaient se dégrader encore plus, et je me dis, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, ça restera pas là, il y aura pas que des blessés, quoi. Voilà. En Putain. plus, on pensait à la course du lendemain. On s'est dit, bah, le lendemain, il y a encore le 55 km qui devait partir à 5 heures le matin. Je savais pas quelle heure il était j'avais pas trop calculé, mais je me dis, ça se trouve, ils sont déjà partis. Donc voilà, je me dis, ouais. Là, je savais que, j'avais ce pressentiment et je savais qu'il allait se passer quelque chose d'important, de grave, et malheureusement, ça c'est, mais bon. Parce que j'ai entendu, enfin j'ai lu quelqu'un là qui me racontait que euh, il voyait des gens comme ça glisser, tomber, et lui il avait l'impression d'un espèce de silence un peu angoissant. Ouais. Bah, personne ne parlait, on entendait que les cris des gens qui dévissaient dans la vallée, dans la montagne, quoi. Donc, et une fois que la personne s'était arrêtée ou du moins on l'entendait plus, ben il y avait un silence et puis ça recommençait après 3-4 minutes après. Putain, Et ça pendant je sais pas moi une heure, quoi. pendant ouais peut-être pas une heure totalement parce que mais ouais pendant une demi-heure quoi. Ouais. Tu descends, Ouais. enfin voilà, ça y est, t'es en bas. Mm. Là dans ta tête, tu te dis c'est fini. Ouais, je me dis que c'est fini. Surtout qu'au début on marche, on court pas au début, on marche pendant longtemps et puis les chemins c'est une cata, c'est des torrents. Voilà, c'est des chemins de montagne, c'est pratique, c'est voilà, ouais. C'est des torrents d'eau, de boue, et les appuis sont compliqués, mais voilà, il y a pas forcément beaucoup de dénivelé sur cette partie-là, donc c'est faisable, ça se fait. Voilà, faut juste patienter et puis euh, et puis voilà, patienter pour pouvoir arriver au ravitaillement rapidement et puis se changer quoi. Hmm. Et donc là, peut-être que les autres coureurs, ils sont dans le même état d'esprit que toi, ou il y en a qui essaient de se motiver, de se dire allez, ça va aller mieux après. Non, non parce que enfin, et c'est ça qui m'a marqué, c'est que personne n'a parlé du 18e kilomètre là, la descente là, donc il y a eu 1 kilomètre 19 jusqu'au ravito, c'était le 27. Il y a personne qui parlait, personne. La seule personne, je crois, qui a parlé, c'est un moment j'ai entendu mon collègue du club là qui m'a dit, il m'a dit tiens Gabi t'es là, ah, je suis content de te voir parce qu'on s'était perdu entre temps et c'est la seule personne je crois qui m'a parlé. Mais sinon c'était voilà, silence complet. Je pense que tout le monde était content d'arriver au ravitaillement. Et au ravitaillement, moi je vois le bénévole qui nous pointe, voilà. Et puis je lui dis il faut arrêter la course, il y aura il y aura des blessés graves, il y aura des morts. Et il me dit, le bénévole me dit, c'était déjà fait. Ah, ok. Voilà. Et donc tout de suite, voilà, soulagé un peu de me dire que, Attends, c'est déjà fait quoi? ben, L'annulation, l'arrêt, ou c'est ouais, déjà je fait? sais pas. Il s'est déjà fait, c'est l'arrêt de la course et je pense que Ouais. il avait déjà appris, donc voilà. Donc on était un peu Pourtant, soulagés. tu vois sur la TDS quand j'étais pour Mm. quand il y a eu le décès là, euh, quand on redescendait, enfin quand on patientait, parce qu'avant de redescendre, on a patienté pendant très longtemps. Tu pouvais voir un peu différents profils psychologiques de gens qui gèrent cet événement, et il y en Mm. avait qui faisaient des blagues, Ouais, bien d'autres qui sûr. étaient dans leur bulle, Ouais. d'autres qui paniquaient, d'autres qui avaient vraiment, enfin, tu vois. Mm. Et là, tu dis que tout le monde était plutôt Ouais, dans le même mood, ouais. silence, on Mm. fait ce qu'on a à faire, on va se mettre en sécurité, quoi. Ouais. Vraiment ça. Ouais. Ça, ouais, ok. Donc là, c'est bon, fin de l'histoire. Ouais. Même si j'avais réussi à me remotiver en me disant, en courant, j'avais séché un peu et je m'étais dit, bon, je me change et puis j'avais un change complet dans le sac. Je me dis, bah, je me change et puis on verra, on continue et on verra. J'avais l'espoir un peu de continuer et puis continuer ainsi que la course s'était arrêtée. Ben voilà, j'étais vraiment soulagé, quoi.
inconsciemment, je voulais continuer, je pense, parce que j'étais venu pour ça, pour ce trail-là. Et voilà. Ouais, tu vois, il y a il y a un biais de cohérence, un biais psychologique où tu vois, ça c'est une des facettes de notre psychologie où tu vois, par exemple, on l'explique assez facilement avec l'exemple des vacances. Tu vois, par exemple, tu vas te payer une semaine de vacances en Grèce, c'est les vacances de ton année. Mais par contre, tu sais que la veille de ton départ, on te dit, bah cette semaine en Grèce, ils ont prévu une semaine de flotte, mon petit copain. Tu vas passer une semaine de merde, je te l'annonce. C'est pas du tout ce que tu t'étais prévu comme programme, quoi. Ouais. Et mais tu vas partir quand même parce que t'as pris ton billet, c'est tes vacances, machin. Tu vas y aller quand même. C'est un biais de cohérence. Et ben là, c'est un peu pareil. Tu vois, là, tu vois, même si tu viens de vivre un truc difficile et tout, et ben toi, dans ta tête, tu te dis putain, je vais quand même continuer. Bah parce que je suis venu, parce que j'ai mon dossard, parce que si, parce que ça. Et en fait, t'attends qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui vienne te court-circuiter ton programme. Et là, t'as un espèce de soulagement, comme si en toi, tu te l'interdisais. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. Ouais. Et du coup, effectivement, bah, voilà, il y avait une tente, donc on a pu s'abriter. On était un peu serré, mais c'était pas le problème. On a pu, comme ils arrêtaient tout le monde là, donc il y avait très peu de personnes qui avaient réussi à passer le ravitaillement. Et donc on était tous à attendre là, et un bus venait nous chercher pour nous redescendre à Samoins, à 45 minutes de route à peu près, quoi. Comment est-ce que l'organisation a communiqué avec vous, mis à part ce bénévole qui est à l'entrée de... Eh ben, on a eu que ça comme info. On n'a jamais eu après, on n'a jamais eu. C'est-à-dire que après le bus est arrivé, inconsciemment tout le monde s'est jeté sur le bus. Bon, tout le monde, on est monté, je sais pas combien dans le bus, c'était pas le problème, c'est pas grave. On était à 3 par siège, debout, mais enfin bref, on était à l'abri, au chaud. Voilà. Mais non, après, le bus il nous a descendu en bas. Et arrivé en bas, ben voilà, il y en avait de nouveau. Ben, moi, je comprends mon cas. Ma petite chérie qui m'attendait, les copains du BA qui étaient inquiets et de savoir si on allait bien faire partie de ceux qui allaient descendre du bus, quoi. Parce que t'avais pas pu communiquer avec eux en amont, c'est Si, j'ai envoyé un message pour dire que j'étais descendu, mais tout le monde n'avait pas communiqué, donc voilà, tout le monde était un peu content de se voir. Mais après, du coup, on est tous rentrés directement sur notre camp de base. Il n'y a pas eu du tout de pointage ou de savoir. On a reçu un message après dans la journée en disant merci de signaler votre présence. Dans la matinée, je crois, on a reçu ça comme message. De toute façon, t'as été pointé à l'entrée du... À l'entrée du ravitaillement. Donc on sait que t'es... en haut, au col d'Angolon, et puis après au ravitaillement, en bas. Ouais, voilà. Donc au moins, ils savent que t'es descendu, quoi. Ouais, voilà. Ok. Quand tu vis un truc comme ça en pleine nuit, comment se passe la journée derrière? Eh ben, ce qui a fait beaucoup de bien, c'est, tu vois, on est rentré au camp de base là, à la ferme auberge, et puis il y avait tous les copains qui avaient pas réussi à prendre le départ du 55, du 33, de toutes les courses qui nous attendaient. Et vraiment, ça a été un moment génial, génial dans ce moment triste. Hein, c'était un moment génial pour nous puisque tout le monde nous attendait pour avoir des nouvelles. On s'est tous serrés dans les bras en se disant voilà, vous allez bien, tout va bien. Il en manquait un dont on n'avait pas de nouvelles, qui était engagé sur le 128. Et puis en fait après on a appris qu'il avait fait une hypothermie et il est arrivé après tout le monde 2-3 heures après, quoi. Mais ouais, dans ce moment de tristesse, c'était vraiment un moment fort pour l'association, pour le club où on s'est tous attendus, on s'est tous serrés dans les bras en se disant qu'on était tous là et voilà. Donc les courses, les autres derrière ont été annulées. Ouais, reportées au début, reportées, après annulées. Et après tout était annulé, quoi. Ouais. Bah c'est vrai que tu vois, je me demandais, tu vois, parce que pour avoir vécu encore une fois, je veux pas ramener le truc à moi tout le temps, mais c'est un bon élément de comparaison. Pendant la TDS, quand il y a eu justement le décès, les autres courses se sont quand même déroulées. Parce que bon, pour tout un tas de raisons, les autres coureurs ne passaient pas par là. Enfin bref, je pense que l'organisation avait ses raisons. Mais
je me suis projeté en tant qu'organisateur. Et je me disais, bon, tu vois, par exemple, sur le Grand Raid du Finistère, est-ce que s'il y a un décès entre le Ménésum et Trégarvan et sur les coureurs du Grand Raid, est-ce que les coureurs qui partiraient d'après et qui ne passeraient pas par là, tu les ferais quand même partir et enfin, tu vois, comment tu fais, qu'est-ce que tu fais et en fait, tu te dis en tant qu'organisateur, bah toi, t'as vraiment plus du tout la tête à la fête, quoi. Ouais, non. À organiser un bel événement, rendre les gens heureux, etc. C'est pour ça que tu organises des événements. Et, mais en même temps, tu as tous ces coureurs qui sont peut-être venus de loin, qui ont préparé ça pendant des mois et tout, et puis qui seront pas du tout confrontés à ce décès. Et tu vois, il y a ce truc qui se chamboule dans la tête. Et je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, en fait, dans le truc. Tu vois, toi aussi, en tant qu'organisateur, tu vois, tu te dis qu'est-ce que tu fais, enfin. Qu'est-ce qu'on fait, ouais. Ouais. Tu penses que, enfin, tu trouves toi que de leur côté, ils ont eu raison de ne pas poursuivre ces autres courses? Poursuivre les autres courses, oui, je pense, parce que par respect pour la famille, et puis voilà, pour le défunt, malheureusement, je pense qu'il fait que ça arrête. Maintenant, arrêter la course en plein milieu, c'est toujours compliqué. Les gens, on les arrête tout en haut du col et ils redescendent par où ils sont venus, ou c'est hyper dangereux, ou ils attendent là-haut pendant 4 heures que les conditions climatiques elles changent dans le froid, sous la pluie. C'est ces décisions-là qui sont hyper compliquées à prendre. Et je pense qu'il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a pas de vu ce que c'était, il y avait pas de bonne solution, je pense pas. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment ils ont fait. Je sais qu'ils ont bloqué des gens là-haut pour les éviter de descendre. Je sais que certains ont fait demi-tour pour redescendre le col d'Angolo, mais le parcours on était monté. Mais c'était compliqué. C'était compliqué aussi, donc bon. Ouais, finalement, est-ce que c'est plus dangereux de prendre un chemin ou un autre? Ouais. Voilà. C'est toujours compliqué. Comment tu appréhendes la suite? Est-ce que tu penses que la prochaine fois que tu prends un départ de trail en montagne, tu seras différent que à ce départ que tu as vécu là? Alors bizarrement au début c'était compliqué, c'est un peu compliqué le dimanche, c'était un peu compliqué parce que les gens on en parle tout le temps sans arrêt avec les copains. Il y a un con qui te propose de faire un podcast dessus pour en reparler encore. C'est pas le problème, j'arrive au boulot, tout le monde était au courant, tout le monde en parle, machin. Et puis moi aussi je cherchais à savoir pourquoi, comment. J'ai regardé ma trace Strava, c'était cette nuit là au taf, et puis je regardais, j'ai fait une pointe à 27 km/h dans la chute. Je me dis mais c'est pas possible quoi, 27 km/h sur les fesses, bon enfin bref. Voilà, on cherche des choses comme ça qui vont. Ouais, tu vois, ça donne une bonne image de quand tu dis les gars des vallées à pleine vitesse. Ouais, j'avais les 27 km/h moi à peu près. Ok. Donc, mais voilà, les prochaines courses, je pense qu'on y repensera. On y repensera. Au début, j'avais dit, je me suis jamais interdit d'y retourner, jamais. J'ai même envie d'y aller parce que j'ai envie de recommencer, de voir, et puis de voir comment c'était parce que du coup, on n'a pas vu grand-chose. On a fait que une course de nuit, donc on sait pas comment c'était. Donc oui, j'ai hâte d'y retourner, mais je sais qu'on pensera toujours à ce moment-là, quoi. Ouais, enfin, et l'entourage, tu vois, alors déjà que quand tu fais de l'ultra, t'es pris pour un fou par la majorité de ta famille, mais là, quand tu le dis autour de toi, que t'as envie d'y retourner, malgré qu'il y a eu je leur dis pas angoisse les gens quand même. Je leur dis pas forcément parce que c'est mal pris, ils se sont inquiétés et je pense que c'est compréhensible aussi. Mais voilà, nous, on vit pour ça, pour le trail, on vit pour vivre des moments pas forcément comme celui-là, mais voilà, ça nous apporte tellement de choses que ouais, on va retourner et si on peut, j'espère qu'il aura lieu ce trail-là dans d'autres conditions, peut-être pas passer par cet endroit-là s'il fait pas beau, mais voilà, on y retournera et si c'est pas celui-là, ça sera un autre. Alors, si on veut refaire le match, avec les données que tu as maintenant,
peut-être pas le fait qu'il y ait eu un décès, mais que tu allais vivre sur ce terrain-là, cette descente-là, tu reprendrais le départ ou pas? Oui, je pense. Oui, je pense parce que j'en ai besoin, on s'entraîne toute l'année pour ça et il faut y retourner. Et oui, mais je reprendrai le départ. C'est ma chute dans cette descente-là. C'est peut-être de ma faute, c'est peut-être moi qui m'a mis le pied à un moment donné. Voilà, donc je me dis que on peut faire différemment et donc ouais, j'y retourne. Qu'est-ce que tu penses, en plus c'est bien, t'as les deux casquettes, donc de la responsabilité coureur versus la responsabilité organisateur. Euh, Encore une fois, hein, c'est pas de Ouais. dire que c'est de la faute Ouais. de l'ultra trail du Haut-Gifre. Ils auraient dû faire ci, ils auraient dû faire ça. Enfin, bref, des gens qui refont le match, il y en a partout sur les réseaux sociaux. On n'est pas en train de faire ça. Mais euh, est-ce que tu penses toi que quand tu t'engages sur une course, tu te déverses complètement la responsabilité du bon déroulement de la course à l'organisateur et que toi, en tant que coureur, finalement, tu te dédouanes de ça et c'est ce que tu achètes quand tu prends un dossard. Moi, je me dis qu'on a tous notre responsabilité, moi le premier, face au discours alarmant de l'organisation, du maire qui était là, des mails qu'ils nous ont envoyés juste avant. On a quand même pris le départ, donc je me dis c'est peut-être une forme d'inconscience aussi de nous à la base, hein, même si voilà, je me suis équipé en fonction, j'avais le matériel qu'il fallait pour prendre le départ. Donc le premier responsable c'est moi, c'est certain. Je suis responsable de ce que je fais moi, donc voilà, je suis le premier responsable. Maintenant, accuser les autres, je ferai pas parce que c'est pas déjà. Je sais ce que c'est d'organiser des courses. C'est compliqué, on prépare ça pendant longtemps. Il y a plein de choses derrière, derrière tout ça, et voilà, on peut pas prendre la décision. Maintenant, il y a des autorisations qui sont données par les préfectures, les mairies. Voilà. Il n'y a pas que l'organisateur, il n'est pas tout seul dans cet événement, quoi. Ah non, je confirme, il y a beaucoup de monde derrière. Voilà, on fait des dossiers en mairie pour organiser les choses, en préfecture, je veux dire, pour organiser les choses. Tu connais comme moi les dossiers qui sont compliqués à faire en préfecture, qui sont les dossiers qui sont compliqués, surtout quand on traverse des fois plusieurs communes. Et je te parle pas de plusieurs départements, mais enfin bref, voilà. Okay. Est-ce que des fois on n'aura pas besoin d'aide pour prendre des décisions quand c'est des grosses décisions comme ça, peut-être que je sais pas, on pourrait avoir un coup de main d'ailleurs. C'est pas forcément l'association, c'est pas l'association qui prend la décision et peut-être que la décision elle pourrait être prise par quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, c'est sûr, hein, quand t'es organisateur, tu vois, l'année dernière sur le GRF, on a eu un orage qui a duré 4 heures, un truc qui se fait jamais ça se passe jamais sur des événements en Bretagne. Et toi, t'es là, tu dis bon, qu'est-ce qu'on fait Et tu vois, s'il y avait eu un coureur qui s'est fait shooter par une bagnole parce que à ce moment-là, mauvais timing, le conducteur il voit mal parce qu'il y a l'orage, parce que ci, parce que ça, bah, on serait tous venus dire on le savait, il y avait l'orage, ils auraient dû arrêter la course. Ouais, bien sûr. Et en fait, ou alors des tu vois, il y a un copain qui m'a envoyé un WhatsApp là l'autre jour pour me demander un peu mon avis sur est-ce que la responsabilité ou non de l'organisation, etc. Et je lui ai dit, dans la mesure où tu as un bulletin météo qui te donne des prévisions à 3-4 heures plus tard que ce qui est arrivé, voilà, et que si tu devais annuler tous les événements sur des risques de bulletins météo défavorables sur 50 km à la ronde dans une amplitude horaire de 24 heures, il se passerait plus grand-chose, quoi. Donc trouver le juste milieu, la mesure et tout dans tout ça, c'est hyper compliqué. Enfin bon, bref. Ok. Voilà, c'était un petit peu mon ressenti et aussi une petite forme de soutien aussi aux organisateurs du Haut-Gifre. C'est quoi la suite là maintenant pour toi? Et ben la suite, on va profiter des vacances du mois d'août pour aller faire un petit trail et puis ensuite une grosse préparation pour un
très joli et grand trail qui arrive. Peut-être le plus beau, je serais un peu chauvin si je disais derrière le Técal quand même. Ça sera le GRF pour moi en septembre. Je suis d'accord avec toi. Il soit moins beau que celui de Técal. Je rigole. Il est probablement moins technique, sûr. C'est sûr, mais il est... Si, mais il est très beau. Voilà. Donc, voilà, Ou alors il faudrait faire des allers-retours entre le Cap de la Chèvre et Morgat et on serait sur un truc aussi technique que le Técal, peut-être. Ouais, ça pourrait être sympa. Ok, bon, bah écoute, en tout cas, est-ce que tu as quelque chose à ajouter dont on n'aurait pas parlé pour peut-être clôturer Non, moi juste, si je peux profiter de l'occasion pour remercier voilà tous les gens du BA et du Brosséen Aventure qui nous ont soutenus et qui continuent toujours à nous soutenir, à nous demander comment ça va et à essayer à nous écouter, à comprendre à essayer de comprendre ce qu'on a ressenti et puis voilà comme dirait mon poteau là, mettre des mots sur des mots, voilà. Et je trouve que c'est important d'avoir du soutien dans ces moments-là. Et puis bien sûr on pense voilà à la famille et puis à toute la team de l'organisation de l'ultra, voilà, du Haut-Gif. Eh ben, écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de participer à cet épisode, de surtout pas être rentré dans la bascule du jugement qui peut parfois être un peu facile. Enfin, moi j'ai pas du tout ressenti ça dans ton témoignage, tu as été plutôt factuel, voilà, j'ai vécu ça. Et l'objectif c'était aussi d'apporter un peu ce son de cloche aussi, et d'avoir aussi une histoire qui rappelle que notre sport n'est pas sans risque. Mais qu'il faut bien se préparer quand on va aller faire ce genre d'épreuve et puis après assumer aussi soit ses responsabilités et puis mais surtout de bien se préparer et d'y aller en connaissance de cause sans se mettre en danger. Merci d'avoir participé à cet épisode, Gabi. C'était très sympa. Merci à toi. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Ciao. Voilà, ciao.